Bienvenue dans cette section 1.2 qui est de lire et d'interpréter votre budget. Donc dans la vidéo précédente, j'espère que vous avez pris le temps de faire correctement quelque chose que très peu de gens font en réalité, poser la réalité de vos chiffres, comprendre exactement qu'est-ce qui se passe avec votre argent. Donc cette section ici, l'objectif c'est pas de tout corriger, mais c'est de reconnaître les patterns. Ce sera vraiment d'interpréter, comprendre ce que dit votre budget, de votre situation financière. Parce qu'en fait, un budget, au final, ce n'est pas seulement un tableau. C'est un peu comme aller chez le médecin et faire un diagnostic. Comme vous le savez, sans diagnostic, c'est compliqué de savoir quoi soigner. Et c'est exactement le rôle du budget dans cette étape. Donc, on va pouvoir analyser ça correctement à travers quelques indicateurs qui sont très, très simples. Donc, pour commencer, dans la partie précédente, si tu as bien fait le travail, tu as pu indiquer en haut à gauche, juste ici, le montant d'épargne que tu avais de côté actuellement. Donc, ce qu'on a pu comprendre finalement à travers l'exemple de M. Karim, c'est que M. Karim dépense 9 500 € par mois, a des dépenses totales d'environ 7 545 €, une capacité d'épargne de 1 955 € et qu'actuellement, il a 25 000 € de côté. Donc, au total, la règle de pouce que nous, on utilise, c'est que pour être serein financièrement, ou du moins pour commencer à investir de façon sereine, il faut au minimum 6 mois de dépenses de côté. Donc, si M. Karim a 25 000 € actuellement et que son nombre de dépenses, qui est de 7 545 x 6 nous donne 45 270, tant qu'il n'a pas atteint ce montant d'épargne de côté dans un fonds d'urgence, Karim ne peut pas commencer à investir. Ça me permet de faire le pont justement avec notre premier indicateur de santé financière, qui est finalement ce ratio de liberté. Très très simple, ce que ça calcule, c'est vos dépenses par mois x 6 et votre montant de côté. Donc ce qu'on peut comprendre, c'est qu'actuellement, Karim a seulement 3,3 mois de dépenses de côté. Et le minimum, encore une fois, c'est d'avoir 6 à 12 mois, tout simplement parce que je vois énormément d'expatriés qui sont dégoûtés de l'investissement, tout simplement car ils n'ont pas commencé avec cette étape fondamentale qui est d'avoir au minimum 6 mois de dépenses. Pourquoi c'est autant important? Tout simplement parce que si vous investissez alors que vous n'avez pas un filet de sécurité, au premier imprévu, au premier pépin, vous allez devoir aller piger dans vos investissements. Et parfois, en fait, c'est inévitable, vos investissements vont être à perte. C'est-à-dire qu'éventuellement, vous allez connaître des baisses de marché, car c'est tout à fait normal la volatilité. Mais ce que vous voulez éviter à tout prix, c'est de devoir vendre vos positions, vendre votre ETF, vendre une action lorsqu'elle est à perte, tout simplement car vous avez mal organisé votre épargne. Donc cette étape est primordiale, c'est une règle d'or. C'est très important que vous suiviez à la lettre ce que je suis en train de dire actuellement. Vous ne pouvez pas commencer à investir tant que vous n'avez pas au minimum 6 mois de dépenses de côté. Donc vous avez pu comprendre que je suis un peu intense avec ça, mais c'est vraiment primordial. Faites très attention. Commencer, par exemple pour M. Karim ici, c'est pratiquement 2 000 € par mois qu'il est capable de mettre de côté, vont automatiquement partir dans son compte courant, dans son compte d'urgence avant de commencer à investir. Et la bonne nouvelle avec ça, c'est que dans ce programme de Cap vers ta liberté financière, plus loin dans les prochains modules, on va vous montrer qu'au final, on est même capable d'aller chercher des rendements qui sont plutôt intéressants avec de la très faible volatilité pour faire quand même travailler cette épargne. On parle de 5 à 6 % de rendement, soit à travers des comptes à intérêt élevés comme chez Wio ou chez Mashreq Bank, certaines banques qui sont disponibles ici aux Émirats, ou également des produits obligataires, donc des obligations qui vont de manière très sécuritaire nous générer un 5-6 % de rendement. Donc même cette partie de notre portefeuille finalement va se retrouver à travailler. Donc voilà, c'était pour le premier ratio. Encore une fois, ce ratio de liberté n'est vraiment pas à prendre à la légère. Donc le deuxième ratio dont on va parler, ça va être le taux d'épargne réel. Ce qui est très simple à calculer. En fait, c'est vos revenus divisés par vos dépenses, ce qui donne finalement ce qui vous reste à la fin du mois. Ce que ça calcule, c'est la part de vos revenus que vous êtes réellement capable de mettre de côté. Parce qu'en fait, j'en ai un petit peu parlé au début, mais c'est littéralement votre plus gros levier de liberté financière. En règle générale, la zone des 20 à 30 %, on considère ça comme un taux d'épargne qui est assez solide. Mais en réalité, lorsqu'on est expatrié, de manière générale, on a de meilleurs revenus. Parfois, on est dans des environnements fiscaux qui sont plus avantageux. Donc,
J'ai énormément de clients à moi que je rencontre qui sont capables de mettre parfois 35, 40, 45% de leurs revenus par mois de côté. Et je vais pouvoir vous expliquer un petit peu quelle est l'importance ou du moins l'impact que mettre de côté peut avoir. Donc, dans un livre très connu au Québec, qui a été écrit par un auteur québécois qui s'appelle Nicolas Bérubé, il explique vraiment que votre plus grand levier financier pour prendre votre retraite plus tôt ou peu importe, ce n'est pas des rendements magiques, mais c'est votre taux d'épargne. Vous devez vraiment vous focus sur comment augmenter le nombre d'argent que vous êtes capable de mettre de côté tous les mois. Et un concept qui est très important à comprendre, c'est que je ne suis pas ici pour vous encourager à devenir des moines qui ne dépensent plus dans rien. Je comprends que pour augmenter son taux d'épargne, la meilleure façon de faire, évidemment, c'est de réduire ses dépenses. Et je pense qu'on a énormément à apprendre d'un auteur qui s'appelle Ramit Sethi, qui est extrêmement connu aux États-Unis, qui fait énormément de vidéos finalement sur la finance personnelle. Il est auteur du livre I Will Teach You How to Be Rich, qui est un méga best-seller aux États-Unis. Et Ramit nous fait part d'une idée qui est puissante. L'objectif n'est pas de se priver, mais d'être intentionnel avec chacune de nos dépenses. Ramit, en fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'on peut dépenser beaucoup sur ce qui compte pour nous, mais on doit couper sans pitié sur ce qui ne nous rapporte rien. C'est vraiment quelque chose qui, dans ma vie personnelle, à moi, a vraiment fait une énorme différence. Car en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de dépenses qu'on fait de façon inconsciente dans des choses qui ne nous rapportent aucune réelle satisfaction ou du moins de la satisfaction très court terme, alors qu'il y a des dépenses, comme par exemple les voyages, qui comptent beaucoup plus pour nous et qu'on est capable et qu'on ne veut pas finalement mettre de côté pour augmenter notre épargne. Mais par contre, les cafés tous les matins, les livraisons de Uber, etc., ça, c'est des choses qu'on peut couper sans pitié, car au final, ça ne nous rapporte pas grand-chose. Je vais maintenant vous partager quelques concepts clés à comprendre également pour votre épargne, qui sont tous issus de livres extrêmement connus sur la finance personnelle. Vous aurez d'ailleurs toutes les ressources nécessaires pour faire vos propres lectures, etc. On mettra évidemment tout ça dans une section du Circle. Une des premières choses qui peut être faite pour vraiment vous dégager de l'épargne, c'est en fait couper dans vos grosses dépenses fixes. Ce que je veux dire par là, c'est que votre loyer, par exemple, si vous vivez réellement au-dessus de vos moyens, généralement, c'est un des postes de dépenses que vous êtes capable le plus de dégager d'épargne. Deuxièmement, très souvent, ça va être la voiture, c'est-à-dire que on va parfois avoir des leasings ou des voitures qui vont être beaucoup au-dessus de nos moyens, qui va nous gruger énormément d'épargne et qui, encore une fois, certes, va nous ramener beaucoup de satisfaction la première journée quand on va la conduire, mais peut-être beaucoup moins sur le long terme. Et c'est un petit peu le retour du concept de Ramit Sethi qui nous dit qu'il faut dépenser beaucoup dans ce qui compte pour nous et couper sans pitié dans ce qui nous rapporte peu. Donc, je suis sûr et certain que si vous regardez un petit peu votre budget, que vous réfléchissez avec cette mentalité, vous allez probablement trouver certains points de dépenses que vous êtes capable de largement optimiser. Un autre point qui est fondamental, c'est de toujours avoir une réelle intention derrière vos dépenses, savoir pourquoi vous dépensez dans X, savoir pourquoi vous dépensez dans Y. C'est vraiment un game changer car au final, vous essayez de donner ou du moins vous voulez avoir une bonne raison avant de dépenser de l'argent. Un autre point qui va faire toute la différence pour atteindre votre liberté financière, évidemment, on va pouvoir mettre ça ensemble et c'est inévitable. Il n'y aura aucun élève de Capital Nomade qui repartira de cet accompagnement sans avoir mis ça en place. C'est la méthode du Pay Yourself First et vivez avec le reste. Absolument essentiel car au final, ce que vous voulez, c'est automatiser votre épargne. Vous voulez directement vous payer vous, c'est-à-dire payer vos investissements, payer votre futur avant de dépenser pour votre présent. Et croyez-moi, sur le long terme, c'est vraiment ce qui va faire votre différence car au final, vous allez simplement vivre, vous allez construire votre budget autour de votre objectif financier long terme et c'est ce qui va faire vraiment une énorme différence. Donc, petit rappel de quelles questions vous pouvez vous poser simplement en analysant votre budget. C'est premièrement, est-ce que mes dépenses reflètent réellement mes priorités? Quelles dépenses me coûtent cher mais me rapportent presque rien, en satisfaction évidemment? Quel big win vous pouvez essayer de trouver? Quelles dépenses pourraient vous libérer 200 à 500 euros par mois d'épargne? Et cette question revient un petit peu avec une autre formulation, mais c'est qu'est-ce que je pourrais réduire sans diminuer ma qualité de vie? Après le ratio du taux d'épargne réel, le ratio qu'on va maintenant étudier, c'est le ratio d'endettement. Ce que ça mesure concrètement, c'est la part de vos revenus qui sont consacrés au remboursement de dettes. Donc ça va inclure les crédits immobiliers, les crédits à la consommation, vos prêts auto,
enfin bref, toutes les dettes financières que vous pouvez avoir. Car au final, ce qu'on va chercher à comprendre ici, et vous allez voir que ça va prendre tout son sens avec le module 2 ensuite, qui est l'audit patrimonial, ce sera de simplement, avant de penser à investir ou à optimiser votre épargne actuellement, c'est de corriger vos dettes les plus urgentes. En fait, il y a deux types de dettes. Il y a des dettes qui sont saines, et c'est celles qui servent finalement à accélérer votre patrimoine. C'est des dettes qui vous permettent d'acquérir de l'immobilier, de vous positionner sur de belles opportunités. Mais il y a un deuxième type de dette qui existe, c'est les dettes que vous avez peut-être sur des crédits à la consommation, sur les prêts auto qui sont à 6, 7, 8% d'intérêt. Et c'est ces dettes finalement qu'il va vraiment falloir rembourser en priorité avant de penser à investir. Pourquoi? Simplement que la logique est extrêmement simple. Si tu as des prêts qui te coûtent 5 à 6% d'intérêt par an, alors investir, ça revient à finalement parier que tu vas faire mieux que ces taux sur les marchés. Par exemple, si tu fais 8 à 9% de rendement sur les marchés, tout en payant de l'autre côté 6% d'intérêt chaque année sur tes prêts, tu prends un risque pour un gain qui est très limité. C'est-à-dire que ton gain net, c'est 3%. Et surtout, en fait, tes rendements ne sont pas garantis, alors que ton 6% d'intérêt que tu dois payer, lui, est garanti. Donc simplement pour clôturer un petit peu sur ce ratio d'endettement, si actuellement vous avez plus de 30% de votre revenu qui part dans le fait de payer vos dettes, il y a clairement un petit quelque chose. C'est clairement la première priorité avant de commencer à investir, c'est vraiment régler vos dettes. Donc simplement pour terminer concernant les dettes, si vous avez des dettes qui sont avec des taux d'intérêt élevés, qui sont des dettes qui ne sont pas considérées saines comme pour acquérir un bien immobilier ou quoi que ce soit, avant de penser à investir, réglez l'entièreté de vos dettes, mettez de l'argent de côté, ayez un compte d'urgence et ensuite de ça, on pourra parler d'investissement. Le quatrième ratio, c'est tout simplement le coût de votre logement. En fait, c'est la part de votre revenu qui est consacrée uniquement à votre logement, que ce soit votre loyer ou votre crédit immobilier. Il y a énormément d'expatriés qui se handicapent financièrement beaucoup trop tôt en choisissant un logement qui est trop cher pour eux. Le logement, finalement, doit correspondre à votre réalité actuelle et pas au salaire que vous espérez faire dans 2-3 ans. Pourquoi? Car en fait, c'est quelque chose qui est très difficile, ne vous donne très peu de flexibilité. En fait, ça nous emmène directement à notre prochain ratio, qui est le ratio de rigidité. Et ce que ça mesure, c'est la part de vos revenus qui sont verrouillés dans des dépenses qui sont fixes, obligatoires finalement. D'où la séparation entre vos dépenses essentielles et vos dépenses fixes. Quand on parle de dépenses fixes, évidemment, on va parler de logement, de nourriture, d'assurance, de transport. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si plus de 60% de vos revenus partent directement dans des dépenses qui sont obligatoires, en fait, le problème, c'est vraiment la structure. C'est vous, probablement, qui avez pris beaucoup d'engagements financiers qui étaient peut-être trop tôt à prendre dans votre carrière, car en réalité, ça vous handicape énormément pour aller finalement couper dans vos dépenses fixes, pour aller augmenter votre temps d'épargne. Donc, c'est même pas la peine de parler d'ETF ou de crypto ou quoi que ce soit. Vous devez vraiment être capable avant tout de libérer le plus d'épargne possible pour vraiment accélérer votre arrivée vers vos objectifs financiers. Encore une fois, je ne vous montre pas forcément ces ratios de coût du logement ou ces ratios de rigidité pour vous faire comprendre que demain matin, il faut déménager, il faut changer de voiture, etc. Ce que je veux faire ici, c'est simplement vous emmener à réfléchir. Est-ce que ces dépenses sont réellement obligatoires? Est-ce que vous vivez actuellement un petit peu un lifestyle qui ne correspond pas à vos revenus? Car au final, croyez-moi, c'est ce qui va vous bloquer pour atteindre vos objectifs financiers. Car le plus gros levier que vous avez actuellement, c'est d'augmenter votre taux d'épargne. Donc encore une fois, l'objectif ici, c'est simplement de comprendre ce qui vous ralentit réellement. Pour chaque personne qui va écouter cette capsule, ce sera toujours des réponses différentes. Est-ce que vous êtes plutôt capable de couper sur des dépenses qui sont petites et récurrentes comme les cafés, les manger à l'extérieur tous les jours, ou alors que en faisant cet exercice, vous vous rendez compte que votre logement prend carrément 40%, 50% de votre revenu par mois, que vous dépensez énormément dans des dépenses qui sont fixes. Donc, c'est très compliqué de essayer de se dégager de l'épargne. Je veux simplement vous emmener à réfléchir pour que vous puissiez vous creuser un petit peu l'esprit pour trouver des solutions, pour augmenter votre taux d'épargne. Car encore une fois, c'est fondamental. C'est en fait le plus gros tremplin que vous avez pour accélérer vers votre liberté financière. Et je sais que je peux paraître un petit peu intense, mais l'objectif ici, c'est encore une fois de se remettre un petit peu en tête ce que Ramit Sethi nous invite à se poser comme question lorsqu'on dépense. C'est qu'il faut dépenser beaucoup sur ce qui compte pour nous. Personnellement, pour moi, c'est les voyages, et couper sans pitié dans ce qui ne nous rapporte rien,
Donc, par exemple, le fait de commander de la nourriture ou finalement de prendre des cafés tous les jours. Individuellement, je sais que ces petites dépenses tous les jours peuvent paraître anodines, mais en cumulé, c'est ce qui détruise votre taux d'épargne sur le long terme. Et j'espère qu'en faisant cet exercice, vous allez vous-même un petit peu vous rendre compte que ces petites dépenses accumulées font un 100, 150, 200 euros qui est directement envoyé dans quelque chose qui vous rapporte, oui, de la satisfaction, mais de la satisfaction qui est principalement immédiate et non vraiment un bonheur long terme qui est d'atteindre votre liberté financière, de ne plus dépendre géographiquement d'un seul endroit, de ne plus dépendre d'un salaire, pouvoir vous lancer dans vos projets entrepreneuriaux en tant que freelance, dans vos propres projets personnels. Je pense qu'on est tous d'accord pour se dire qu'atteindre ces plus gros objectifs de vie va vous rendre beaucoup, beaucoup plus heureux que les petits cafés tous les jours ou le fait de manger dehors. Donc encore une fois, je vous invite simplement à vraiment vous poser ces questions-là et se rappeler de ce fameux concept de Ramit Sethi. Et je tiens simplement à rajouter quelque chose. Vous allez voir, plus vous allez avancer dans le programme, plus vous allez vous rendre compte à quel point chaque euro fait la différence. Car certes, tout le monde comprend ce qu'est l'intérêt composé, mais personne n'imagine et comprend vraiment sa puissance. Et ce n'est pas pour rien qu'Einstein lui-même disait que c'est la 8e merveille du monde. Je veux vraiment que vous vous souveniez d'un concept clé, c'est qu'en fait, chaque euro que tu dépenses te coûte du temps de travail passé et te coûte du temps de liberté future. Ton budget te permet de voir ce que presque personne ne regarde, c'est combien d'années de vie tu échanges contre ton mode de vie actuel. La liberté financière, le fait de prendre sa retraite de façon anticipée, ça ne commence pas forcément par l'investissement, mais ça commence par la réduction consciente du gaspillage de temps déguisé en dépenses. Si vous commencez à vous poser cette question à chacune de vos dépenses, est-ce que ça me rapproche ou ça m'éloigne de ma liberté financière? Vous allez voir qu'en fait, votre comportement, votre relation avec votre argent va drastiquement changer. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse finalement de simple rappel que chaque euro que vous dépensez vous coûte du temps de travail passé et vous coûte par la même occasion du temps de liberté future. Une autre raison du pourquoi les gens ont du mal à bien prendre contrôle de leur cash flow, c'est simplement le manque de tracking et de structure. Parfois, le problème, c'est même pas le logement, les dépenses ou quoi que ce soit, c'est simplement l'absence de système. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation claire entre les dépenses, l'épargne, l'investissement. Il n'y a rien d'automatisé dans tout ça, il n'y a pas de suivi mensuel. Le résultat, très souvent, c'est que l'argent disparaît sans qu'on sache exactement pourquoi. Donc le tracking mensuel, c'est évidemment fondamental. Je vais pouvoir vous en parler directement dans la prochaine section. Pour éviter que vous ayez continuellement cette sensation que votre argent disparaît sans qu'on sache vraiment où est-ce qu'il est parti, qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent. Et puis, tout le monde aura des réponses différentes du pourquoi on n'arrive pas forcément à faire augmenter notre épargne. Mais la règle générale, ce qui revient très souvent, c'est premièrement un manque de structure, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'automatisme. Deuxièmement, c'est très souvent pour les expats que je rencontre du moins, c'est un logement qui est mal calibré au niveau de vie, c'est-à-dire qu'on va vivre dans des logements, on va conduire des voitures qui sont largement au-dessus de nos moyens et c'est ce qui va faire que ça va nous figer une grande partie de notre épargne. Parfois, il y a aussi plusieurs dépenses qui sont mal surveillées, mal suivies encore une fois. Et parfois, il y a beaucoup de gens qui vont baser leurs dépenses fixes sur des revenus qui sont incertains. Donc si actuellement vous avez la chance d'avoir des bonus, des commissions ou quoi que ce soit, très important de faire son budget sur un revenu minimum garanti et non sur les bonus, les commissions, etc. Donc j'espère que j'ai pu vous emmener à vous poser quelques questions concernant finalement votre budget, sur la gestion de votre cash flow. Ce que je veux vraiment que vous ressortiez de cette section 1.2, c'est simplement d'avoir identifié quelques causes, quelques soucis dans votre management de votre cash flow où vous allez vraiment pouvoir dégager du budget, vous allez vraiment pouvoir augmenter votre taux d'épargne parce qu'au final, c'est ça le but. C'est vraiment dans cette section de lire et interpréter votre budget, c'est de repartir avec des insights clairs, des choses finalement à corriger car vous avez pu comprendre à travers l'exercice de faire votre budget et à travers les questions que je vous ai emmenées à vous poser à vous-même pour vraiment vous donner matière à réfléchir. Donc voilà, j'espère que globalement, vous avez tous au moins relevé un ou deux postes de dépenses qui, selon vous, prend beaucoup de place
mais que vous ne tirez pas forcément énormément de satisfaction d'eux. Évidemment, à cette étape, le but, c'était pas de corriger absolument tout d'un seul coup, parce qu'évidemment, ça va simplement créer de la frustration, mais c'est vraiment vous donner un petit peu des pistes. Donc voilà, j'espère que vous avez pu justement identifier quelques points qui vous ralentissent actuellement, que vous avez pu commencer à vous poser les vraies questions concernant la gestion de votre budget. Et donc avant de passer à la section suivante, en espérant que vous avez pu un petit peu avoir de bonnes réponses à ces questions qui sont est-ce que je sais où sont mes fuites principales? Est-ce que la vision que j'ai de mon budget, de la gestion de mes dépenses a changé? Car au final, c'était un petit peu ça mon objectif. Donc maintenant, si tu as bien rempli tout ça, tu sais exactement où va réellement ton argent, quelles sont tes erreurs les plus flagrantes, quel poste de dépense te bloque le plus pour te dégager de l'épargne et surtout que tu aies une meilleure idée de ce que tu peux améliorer pour reprendre le contrôle de ton cash flow. Donc maintenant, comme vous le savez, comprendre, ça ne va pas suffire. Ce qui est bien, c'est qu'on va maintenant changer le framing de la question. Ça ne sera plus qu'est-ce que je fais de mal, mais la question va devenir vers quoi je veux aller. Donc, qu'est-ce que je souhaite construire à partir de maintenant? Et c'est littéralement la troisième grande étape de ce module 1 qui est de construire votre budget souhaité. Donc, écoutez, on se retrouve sans plus tarder dans la prochaine section. Vous allez voir, c'est là où je vais pouvoir aborder comment construire son budget souhaité et surtout comment avoir un bon tracking mensuel de vos dépenses. Car la réalité, c'est que c'est vraiment cette discipline long terme de vouloir et de constamment finalement garder un tracking de ce que vous dépensez qui va vraiment faire une différence sur le long terme.